Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien et que déjà vous m'entendez et que vous voyez mon écran. Euh, alors, on est là pour le nouveau webinaire de ce matin sur le sujet comment sélectionner la solution point à multipoint la plus optimale. Alors, je pense qu'il nous reste encore 2 minutes. Avant de démarrer, on va attendre peut-être 2-3 minutes le temps que de nouveaux participants se connectent. En attendant, pour ceux qui sont en ligne, merci de me confirmer que vous voyez bien l'écran, que vous voyez la présentation et que vous m'entendez bien. Juste un petit yes ou oui, ce serait parfait. Merci. Ah, il y a Yedes qui dit qu'il entend parfaitement, mais qu'il ne voit rien. Alors, est-ce que les autres voient au moins? Fabrice, Guillaume, euh, Wally, vous voyez au moins? Alors, si tout le monde voit, tout le monde entend, alors peut-être que Yedes, tu as probablement un petit souci d'affichage, je ne sais pas. Ok, parfait pour Guillaume, Aurore, parfait. Madio, Fabrice, parfait. Ok, super. Donc, logiquement, il est déjà 10 heures. On va avoir quelques petites minutes de largesse pour les retardataires et je pense que d'ici 1 à 2 minutes, on va démarrer. Ok, nous allons démarrer. Alors, encore une fois, bonjour à tous et merci d'être présents. Merci pour votre disponibilité. Ce n'est pas évident pour les lundis, surtout les lundis matins. Je sais que tout le monde est un peu au four et au moulin, tout le monde est en mode codir, mais vous avez quand même tenu à être présent et je vous remercie pour ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de la France et d'un peu partout. Merci encore pour votre disponibilité, et tout en espérant que vous allez tous bien, que vos familles aussi se portent très très bien. Alors le webinaire d'aujourd'hui, ce sera donc sur 1 heure, donc 10 à 11 heures, et puis après, forcément, il y aura des questions. Hein, ce sera interactif, je pourrai répondre à vos questions. Et le webinaire d'aujourd'hui se porte sur le sujet suivant, comment sélectionner la solution point-multipoint la plus optimale. Donc, comme vous comprenez, c'est un webinaire qui est essentiellement orienté service provider, qui est essentiellement orienté fournisseur de services, fournisseur d'accès. Et donc, nous allons essayer de partager notre expérience avec vous en vous orientant vers
les meilleurs critères de choix pour une meilleure solution point multipoint. Donc, je m'appelle Cédric Louquet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Pre-Sales Manager pour la zone Afrique de l'Ouest chez Radwin. Vous avez mon email, vous avez mon numéro de mobile, vous aurez tous mes contacts. Alors, l'agenda, essentiellement, donc, ça sera l'introduction de Radwin sur la compagnie, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous sommes, où sont nos différentes niches. Ensuite, nous allons faire un parcours sur donc, les critères essentiels à considérer dans le choix ou dans l'éligibilité de la meilleure solution pour un multipoint. Et au final, bien évidemment, présenter donc, la plateforme Radwin.multipoint.jet. Alors, Radwin donc, est un leader donc, dans tout ce qui est solution Broadband Wireless Access, dans les basses fréquences, 2.1 à 6.x GHz. Essentiellement, nos niches vont à l'encontre donc des services providers, donc des fournisseurs d'accès à Internet, des opérateurs mobiles, des fournisseurs de services qui sont dans l'infogérance. En tout cas, toute cette niche-là qui aujourd'hui se présente en tant qu'opérateur et fournit donc des services à valeur ajoutée aux entreprises résidentielles, etc. Nous sommes aussi dans des industries stratégiques, notamment tout ce qui concerne la vidéosurveillance, tout ce qui concerne les projets donc, de sécurité, les projets IoT, tout ce qui concerne aussi les backhaul, les solutions backhaul pour les hotspots Wi-Fi, Wi-Fi municipal, etc. Et aussi dans le domaine donc, du transport. Dans le domaine du transport, parce que nous avons aussi des solutions que nous appelons des solutions de transportation qui nous permettent donc de pouvoir transporter du signal et du trafic haut débit dans les métros, dans les trains, dans les tramways, pour les villes assez développées qui ont ce genre d'infrastructure et qui ont justement besoin des meilleures solutions point multipoint capables donc de desservir de la capacité, soit en complément à la fibre, soit en backup à la fibre. Radwin, c'est plus d'1 million de radios vendues, plus d'1 million de radios installées de par le monde. C'est 18 bureaux régionaux à travers le monde, dont le siège est en Israël. Et donc, c'est plus de 170 pays où nous avons pu déployer donc, nos solutions via des partenaires, via des opérateurs, via des clients finaux, des entreprises, des gouvernements qui ont bien voulu nous faire confiance. C'est une société qui financièrement se porte bien parce que depuis 2003, nous connaissons une croissance positive de 10 à 15% de notre chiffre d'affaires jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que nous sommes assez stables et nous investissons très régulièrement dans la recherche et le développement pour être assez compétitifs sur le marché et pour pouvoir en fait répondre aux besoins des différents marchés en fonction de certains critères. Essentiellement, nos références non exhaustives chez les opérateurs. Pourquoi je veux faire focus chez les opérateurs? Parce que 80% quasiment de nos boîtiers qui sortent de nos usines sont chez les opérateurs. Quand je parle d'opérateurs, c'est opérateurs mobiles, opérateurs fournisseurs d'accès à Internet, opérateurs fournisseurs de services, parce qu'il y a des opérateurs aussi qui ne sont pas forcément dans le mobile ou dans l'Internet, mais qui fournissent donc des services à valeur ajoutée. Okay. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une liste non exhaustive. On est suffisamment avec des gros clients comme Orange, comme Tigo, Vodacom, Verizon, Telefonica, etc. Donc, que vous connaissez. Donc, encore une fois, voilà, c'est une liste non exhaustive vous permettant quand même de comprendre un peu les grosses pointures avec lesquelles nous travaillons. Je me suis permis quand même de mettre quelques références importantes en Afrique, parce que je pense que la majeure partie donc, de l'auditorium vient de l'Afrique. Donc, vous voyez qu'avec le groupe Airtel et avec le groupe Orange, on est assez présent un peu partout sur l'Afrique, notamment au Côte d'Ivoire, au Libéria, Cameroun, Madagascar, en Guinée, au Niger, au Sénégal aussi avec le groupe Free, qui était ex-Tigo, aujourd'hui qui est devenu Free Sénégal, l'Onatel au Burkina, les branches de MTN et de Vodacom dans les différents pays que vous pouvez voir,
OK, et aussi d'autres entités comme Liquide et la Solitel au Niger, etc. J'ai aussi prévu un petit slide pour vous faire aussi part des références que nous avons côté FAI, hein, côté fournisseur d'accès Internet, côté ISP comme on dit, parce que bon, ce ne sont pas tous les fournisseurs, tous les opérateurs qui sont dans le mobile forcément. Aujourd'hui, on sait s'appuyer sur les opérateurs que nous appelons les opérateurs alternatifs. Hein. OK, donc des fournisseurs d'accès Internet comme VIPNet Côte d'Ivoire, comme Théolis Togo, voilà, comme Isocel au Bénin, comme INO Mozambique, comme iBurst en Afrique du Sud, donc autant comme Kiwi aussi au Mali, donc autant de fournisseurs d'accès, liste non exhaustive encore une fois, qui ont bien voulu nous faire confiance en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique en général, et qui déploient massivement nos solutions point à multipoint, mais aussi point à point, pour donc donner du service débit garanti ou best effort, et on le verra un peu plus tard. Voilà, donc vous avez un peu une idée donc, de nos références, et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu leur logo sur cette slide, ne vous inquiétez pas, on ne pouvait pas tout mettre, mais il fallait juste qu'on donne quand même un petit aperçu. Alors, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Essentiellement, là maintenant, nous n'allons pas parler de Radwin. Alors, pendant un instant, oubliez Radwin, oubliez que je suis de Radwin. Pensez tout simplement à des opérateurs ou des fournisseurs qui viennent vous voir et qui aujourd'hui vous proposent donc des solutions point multipoint. Donc, je pense que vous avez des critères d'éligibilité et peut-être qu'ils sont très bons, mais qui ne sont peut-être pas forcément suffisants. Et aujourd'hui, nous, le but de ce webinaire, c'est de vous orienter vers les meilleurs critères d'éligibilité pour choisir la meilleure solution. Déjà, nous allons commencer un peu par l'évolutivité du réseau. N'oubliez pas que quand vous allez démarrer, en fait, quand vous allez commencer à mettre en place votre réseau, vous devez prévoir l'évolutivité du réseau. Okay, donc, assurer un minimum c'est-à-dire assurer le minimum de coûts d'investissement possible, tout en permettant à votre réseau de grandir et de s'étendre. Okay, cela se base sur quoi? Sur, bien sûr, la segmentation clientèle. Quel type de clients? Quelles sont les zones couvertes? Cela aussi tient compte du nombre de secteurs et du nombre de ports, du nombre de sites, du nombre de hubs que vous voulez mettre en place, vous permettant de pouvoir couvrir justement ces zones à fort potentiel client. D'accord? Cela, bien sûr, permet de faire entrer en compte la capacité donc, du réseau, donc la capacité en termes de bande passante, okay, que vous êtes capable de pouvoir mettre à disposition des clients en fonction des besoins grandissants. OK, voilà. Donc, ça, déjà, au niveau donc, de l'évolutivité du réseau, il faudra bien évidemment comprendre comment vous pouvez gérer une longue vie de votre réseau, comment vous pouvez garantir une longue vie de votre réseau, une pérennité de votre réseau sur la base donc, de la segmentation clientèle, sur la base du nombre de secteurs à déployer, répondant justement à la demande de capacité grandissante. Toujours dans l'évolutivité du réseau, donc, on va rentrer un peu plus en détail. Il faut effectivement savoir choisir les types de bases ou les types de stations de base vous permettant de pouvoir garantir une capacité stable sur le long terme. Okay? Donc, maintenir donc la capacité du secteur, même quand ce secteur devient congestionné, parce que vous êtes amené à faire du business et ce business doit vous permettre de pouvoir connecter le maximum de clients possible, mais tout en tenant compte, bien évidemment, de la capacité du secteur, des dispositions du secteur, de la station de base, des dispositions technologiques et en termes de capacité, en termes d'interface aérienne. Alors, on tient compte donc du protocole d'interface aérienne et on tient compte, bien évidemment, donc de la puissance de transmission du processeur de la station de base. Quels sont les différents tests de référence qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement s'assurer donc de ces capacités? C'est de pouvoir tester aujourd'hui la robustesse et la capacité d'un secteur lorsque vous avez plusieurs clients en production effective connectés à votre station de base. Okay? Lorsque vous en avez 1, 2, 3, bon, tout marche bien.
Mais quand le nombre devient grandissant, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire le meilleur test possible pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, la capacité totale de mon secteur reste stable, même quand le nombre de clients augmente. Parce qu'une station de base peut se comporter d'une certaine manière avec 2 clients, mais pas de la même manière avec 20, 30, 60 clients. Okay? Ensuite, le deuxième test de référence, c'est de pouvoir charger de la capacité, au niveau de votre station de base lorsque vous êtes dans une condition de trafic élevée. Okay? Lorsque vous êtes dans une tranche horaire où vos clients trafiquent suffisamment, en ce moment-là, vous pouvez effectivement évaluer la robustesse et le potentiel dans ces stations de base à pouvoir desservir ces clients-là de façon à leur offrir le débit garanti nécessaire, à leur offrir justement le service sur une longue durée avec la meilleure et la même qualité. Donc, vous pouvez voir juste à votre droite un petit graphe qui vous permet donc de pouvoir comparer une solution bonne qui répond aux conditions donc de stabilité de la capacité et une solution mauvaise. La solution bonne est en bleu et la solution mauvaise est en orange. Et donc, en fait, c'est un graphe qui nous permet donc de pouvoir voir le comportement d'une station de base en fonction du nombre de clients par secteur par rapport à la capacité, au potentiel de la capacité effective qu'il peut desservir. Et vous voyez bien qu'avec la solution bleue, à un certain moment, donc cette capacité-là est stable, ce potentiel-là est stable et vous permet de pouvoir donner une capacité correcte, un service correct, même quand le nombre d'utilisateurs augmente. Alors qu'avec la solution mauvaise, en orange, vous voyez donc une dégradation de la capacité, plus on augmente des clients et plus on voit donc cette capacité-là se dégrader parce que le système aujourd'hui n'est peut-être pas capable de pouvoir desservir, donner un service garanti, donner un SLA garanti par utilisateur, peu importe les licences, peu importe le type d'antenne et peu importe les conditions dans lesquelles on installe. Toujours dans l'évolutivité du réseau, donc tenir compte de l'évolution en fait de vos points hauts. Les points hauts, donc les stations de base, qui vont être collocatives. Parce que sur un POP, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 stations de base lorsque vous voulez aller vers une couverture optionnelle de 360 degrés. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait poser un problème au niveau de ces différents POP? C'est lorsque vous augmentez le nombre de stations de base par tour et que vous ne savez pas gérer les interférences. Lorsque la solution n'est pas capable de pouvoir gérer les interférences, plus vous augmentez donc de la charge et plus forcément vous exposez donc votre système ou votre réseau à un affaissement donc de la capacité. Donc aujourd'hui, là, dans ce cas, vous devez pouvoir vérifier que cette solution, que la solution que vous êtes amené à choisir supporte donc la synchronisation TDD via les GPS, supporte donc une synchronisation capable de pouvoir apporter à la solution un niveau élevé d'atténuation des interférences, pour pouvoir donc éviter les interférences collocatives donc entre les secteurs adjacents et aussi pouvoir éviter ou amoindrir les interférences lorsque, par exemple, vous êtes sur une tour partagée, un pylône partagé, peut-être que vous êtes sur une tour qui partage aussi, que vous partagez avec d'autres opérateurs ou avec d'autres constructeurs qui sont presque dans les mêmes banques que vous. Donc, les tests de référence, c'est aussi simple. Le seul test de référence est de toujours tester donc la capacité du secteur, surtout lorsque ce secteur-là est en colocation avec d'autres stations de base. Et en ce moment-là, vous pourrez savoir comment est-ce que votre réseau se comporte lorsqu'il y a 1, lorsqu'il y a 2, lorsqu'il y a 3 ou lorsqu'il y a 4 stations de base collocatives. D'accord?
ça vous permet donc d'évaluer le niveau d'atténuation d'interférence entre vos stations de base, puisqu'il n'y a pas pire scénario que d'avoir ses propres équipements qui interfèrent entre eux. Toujours dans l'évolutivité du réseau. L'évolutivité du réseau demande aussi un regard spécifique sur la demande en termes de capacité. Il y a un paramètre assez important que peut-être beaucoup d'opérateurs ne prennent pas en compte, c'est la mesure du paquet par seconde, PPS qu'on appelle. Okay? Beaucoup d'opérateurs, malheureusement, se cramponnent essentiellement sur la capacité totale du secteur. Dès que vous avez en fait une station de base ou des datasheets que vous recevez ou qu'on vous soumet, voilà, aujourd'hui, cela va de soi qu'un opérateur qui veut vendre la capacité ait besoin donc d'une solution qui offre suffisamment donc de gigas, de mégas ou de gigabits, lui permettant de pouvoir desservir de la capacité à un bon nombre de clients. Mais on oublie le paramètre paquet par seconde. Alors, vous savez, plus petit est le paquet, parce qu'en fait, un paquet qui est délivré d'un émetteur ou d'un récepteur a donc une taille, okay? En général, c'est 340 bytes. Juste pour votre information de conversion, 1 byte, c'est égal à 8 bits environ. Okay? Donc, si vous voulez un peu faire la conversion, vous aurez une idée. Alors, plus petit il est le paquet, et plus les équipements tiers, comme les routeurs, les switches ou les modems et autres, doivent avoir en fait ce protocole de paquet par seconde permettant de pouvoir en fait transmettre suffisamment de paquets en une seule fois. Okay? Alors, je vais prendre par exemple un exemple. J'ai préparé un tout petit exemple pour vous. Lorsque, par exemple, vous voulez obtenir jusqu'à 1 giga de capacité, de throughput, okay? De throughput, où là, vous voyez qu'avec 1000 bytes de paquet, il vous faudra un protocole paquet par seconde supérieur à 100 000. Si vous voulez transmettre 100 bytes de paquet, il vous faudra un protocole permettant de pouvoir transmettre plus d'1 million de paquets par seconde à la fois. Okay? Donc, plus petits sont la taille des paquets et plus grand est donc ce protocole-là qui doit vous permettre de pouvoir transmettre les données. Alors, imaginez que vous avez donc un fournisseur, un provider qui vient vous voir, un constructeur qui vient vous voir et qui vous dit, écoutez, moi aujourd'hui j'ai une station de base qui est capable de vous donner du giga Ethernet, du gigabit, pardon, okay, qui est capable de vous fournir du gigabit, c'est alléchant. On est déjà au niveau de la fibre, d'accord? Si je peux avoir une solution radio wireless capable de fournir 1 giga par secteur, c'est waouh. OK, mais quelle est sa capacité en termes de paquets par seconde? Est-ce que, oui, je dois me composer sur le 1 gigabit de capacité sans tenir compte de la fonctionnalité de transfert en termes de transfert de données? OK. Alors, imaginez ce petit exemple où j'ai une station de base à 1 giga de capacité par secteur, mais qui est calibrée à 70 000 paquets par seconde en termes de PPS. Quelle serait la capacité réelle que cette station de base peut transmettre? Est-ce qu'à 70 000 paquets par seconde, je peux avoir du 1 giga sur du long terme et de façon continuelle? C'est la question. Partons du principe que, par exemple, la taille d'un paquet est d'environ 340 bytes. Donc, 340 bytes, je vous ai dit, vous pouvez, pour trouver en bits, vous pouvez juste multiplier donc par 8. D'accord? Donc, ça va vous faire, je pense, 2720, quelque chose comme ça. OK? Et quand vous prenez donc ce paramètre donc, du paquet, de la taille du paquet, et que vous multipliez par le nombre de paquets par seconde, okay, vous aurez donc une certaine valeur que vous divisez par la capacité annoncée théoriquement de 1 gigabit, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est une station de base qui, à la base, de façon théorique, vous était annoncé comme une station de base capable de
délivrer 1 gigabit, en réalité, ne pourra donner un maximum throughput que de 190 mégas. Donc, vous investissez dans une station de base qu'on vous a vendue et avec cette capacité de pouvoir fournir 1 gigabit, mais sur le terrain, en réalité, à cause donc de cette limitation donc, du paquet par seconde, ne pourra en réalité que vous fournir 190 mégabits. Donc, je pense que vous voyez un peu le gap entre le théorique et le réel relatif donc au paquet par seconde. Et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir faire attention à ces types de paramètres-là, qui aujourd'hui est un critère d'éligibilité essentiel pour aller vers une solution point à multipoint. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Je fais un petit check-in juste une seconde. J'espère que vous m'entendez toujours bien et que tout le monde voit effectivement la présentation. Ensuite, le deuxième paramètre important, donc là, nous venons de finir le premier paramètre concernant en fait l'évolutivité du réseau. Nous avons vu un peu ensemble quels sont les différents critères à prendre en compte pour ce qui concerne l'évolutivité du réseau. Et là, en ce moment, nous allons parler de la fiabilité donc, de la connectivité. Pour choisir une solution, il faut bien sûr être sûr qu'on va vers une solution fiable qui va nous permettre d'avoir des connexions fiables, des liaisons stables. Okay? La plupart de nos opérateurs, en tout cas les ISP, et même les opérateurs mobiles, sont en général sur la bande qu'on appelle un peu unlicensed, 5 GHz. Le spectre en 5 GHz, en général, est très congestionné. Très congestionné. Soit par l'utilisation abusive donc, de ce qui est solution Wi-Fi, donc le Wi-Fi à la norme 802.11 AC, hotspot, point d'accès Wi-Fi à la maison et autres, et aussi en utilisant aussi certaines solutions LTE small cell. Alors, face à cette congestion-là, l'environnement spectral est très bruiteux. Donc, il y a beaucoup de bruit partout, aussi bien dans les zones urbaines, sous-urbaines que dans les zones rurales. Et il faut forcément en fait composer avec parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que pour aller vers un régulateur et avoir de la licence ou un spectre licencié disponible, c'est très compliqué. Compliqué déjà du point de vue procédure, compliqué aussi du point de vue investissement finance et aussi parfois du point de vue disponibilité. Alors, les interférences radio donc, sont un vrai challenge et il faut forcément en fait, pouvoir trouver la bonne solution qui sait s'adapter à ces challenges-là, vous permettant de pouvoir donner une capacité ou des liaisons stables sur de longues distances et sur la durée. D'où on parle aujourd'hui donc d'immunité interférentielle. Pouvoir trouver une solution qui est capable d'assurer une immunité aux interférences, capable de pouvoir, dans un environnement congestionné ou dans un environnement en fait interféré, capable de pouvoir fournir de la haute capacité, capable de pouvoir fournir de la capacité constante sans fluctuation due justement aux interférences importantes, capable de pouvoir fournir de la latence correcte et très basse, constante dans le trafic TCP, et bien évidemment, au final, capable de pouvoir fournir donc la satisfaction du client final ou de l'utilisateur final, avec moins de congestion sur le secteur. Si votre solution, du point de vue fiabilité de connectivité, est capable de pouvoir respecter ou est capable de pouvoir remplir ces 4 conditions, alors vous êtes sûr que du point de vue fiabilité, vous êtes capable de pouvoir donner du service garanti à tout utilisateur sans pour autant trembler lorsque vous êtes dans un environnement gestionné. Donc, nous allons aller un peu plus en détail dans tout ce qui fait entrer, tout ce qui entre en jeu, dans l'atténuation des interférences. Réduire les interférences du point de vue réception, Cela
cela vous impose d'avoir une solution qui émet des faisceaux très étroits. Okay? Des faisceaux le plus étroits possible, comme donc les solutions beamforming. Alors, à la base, nous avions aussi, au départ, il y a quelques années, nous avions donc des solutions classiques qui émettaient qu'un seul beam, qu'un seul faisceau commun à tous les utilisateurs, tous les software units. Et progressivement, en fait, les technologies ont évolué. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler donc de beamforming, okay, formation de faisceaux, qui est une formation en fait de faisceaux étroits, orientables et directionnels. En général, les angles donc d'émission des faisceaux diffèrent d'un provider à l'autre, d'une technologie à l'autre. Parfois, on parle de 8 degrés, de 15 degrés, en fonction donc de la bande de fréquence. Donc, une solution capable donc, de pouvoir émettre avec des faisceaux très étroits, une interface aérienne qui va assurer donc une stabilité donc de vos liaisons, en parlant donc de la modulation adaptive. Okay? La plupart, je pense que quasiment toutes les solutions aujourd'hui se valent en termes donc de modulation adaptive. Aujourd'hui, toutes les solutions point à multipoint savent faire donc de la modulation adaptive et gérer donc ce que nous appelons donc le FEC, le Fast Error Correction, qui est en fait un paramètre vous permettant de pouvoir très rapidement en fait réparer un paquet qui éventuellement aurait été corrompu. Ensuite, vous avez le paramètre qui est le Fast ARQ. Le ARQ, c'est le Automatic Request Query, okay, qui est donc une fonction qui permet au récepteur d'envoyer de façon automatique et continuelle au transmetteur une requête pour lui dire, écoute, vérifie est-ce que dans la transmission, il n'y a pas eu de fragmentation de paquets. Vérifie est-ce que dans la transmission, il n'y a pas eu d'erreur de délivrance de paquets. Cela permet donc de pouvoir assurer l'intégrité en fait de la chaîne d'information de bout en bout. Okay? Et ça, il faut que votre solution point multipoint soit capable de le faire pour éviter justement qu'il y ait des délais trop longs dus à une demande de retransmission ou qu'il y ait effectivement en fait des erreurs entre le transmetteur et le récepteur. Et le troisième paramètre est donc la sélection donc de dynamique donc de la largeur de bande. Okay? Il faudrait qu'aujourd'hui, votre solution soit capable de pouvoir fournir une largeur de bande dynamique tant dans le downlink que dans le uplink. Okay? C'est vrai qu'à la base, vous pouvez définir de façon manuelle et statique votre station de base, la largeur de bande de votre station de base, mais il faudrait que cette solution intègre la fonction automatique, la fonction dynamique donc de la sélection de la largeur de bande pour une liaison en uplink et en downlink. Ce qui veut dire qu'en fonction donc des fluctuations, en fonction donc des conditions d'installation et de la demande du client, il faudrait que cette solution soit capable de pouvoir fournir une largeur de bande nécessaire à donner donc le débit garanti ou le service garanti au client final. Et pour cela, il y a des différents tests de référence qu'on peut mettre en place. Hein, okay, donc les tests donc, de capacité sur votre site le plus congestionné. Okay, le site qui est le plus congestionné ou qui est le plus compliqué pour vous en termes de déploiement ou en termes de délivrance donc de services, vous pouvez aller sur ce site-là et lancer donc des tests de capacité pour voir est-ce que aujourd'hui votre solution est capable de pouvoir délivrer de la capacité garantie, délivrer des liaisons stables et fluides à tout moment de la journée. Bien sûr, ces tests peuvent se faire sur 1 ou 2 jours. Il ne s'agit pas de faire des tests sur 2-3 minutes ou bien faire des petits tests de ping ou de comment je vais dire ça, de drive test sur 2-3 minutes ou 1 heure de temps. Mais en général, c'est de pouvoir les faire sur 1 ou 2 jours pour être sûr quand même que sur 24 à 48 heures, vous êtes capable de pouvoir fournir une bonne qualité de liaison. Et bien sûr, évidemment, mesurer le trafic TCP, okay, pour pouvoir donc évaluer donc les variations de la latence. Okay, lorsque vous êtes dans un site
très congestionné, très interféré. Et un site congestionné, très interféré, pour vous, c'est votre site le plus compliqué. C'est le site sur lequel vous devez avoir un regard minutieux en termes de maintenance, en termes d'exploitation et surtout en termes donc, de supervision pour pouvoir assurer justement le meilleur service possible. Parce que c'est de ce site-là que vont venir la plupart des plaintes si votre solution point multipoint n'est pas capable de pouvoir fournir une latence très basse et constante, de ne pas fournir une capacité constante et garantie et de ne pas pouvoir donc être capable de gérer les interférences collocatives. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, un petit diagramme à votre gauche, un petit diagramme donc, qui vous donne une idée un peu du comportement d'une solution correcte, optimale, et le comportement d'une solution non optimale. Okay, un diagramme qui vous montre le comportement d'une station de base en termes de capacité versus niveau d'interférence. Et vous voyez que plus le niveau d'interférence est élevé, donc plus il y a de risques d'erreurs dans la délivrance de paquets et plus la solution optimale qui est en bleu, c'est pouvoir garder de façon constante la qualité donc de délivrance de la solution. Et bien évidemment, en rouge, vous voyez donc cette dégradation continuelle, mais vraiment fracassante, où quasiment à mi-parcours, la station de base n'est même plus capable de pouvoir délivrer donc, une capacité garantie. Et à votre droite, vous avez un peu un diagramme d'évaluation de test donc des protocoles TCP/IP donc dans le trafic. Okay. En haut, le premier diagramme vous montre une fluctuation dense d'une solution point multipoint, en tout cas, ou d'une solution Wi-Fi en termes donc, de latence, en termes de bande passante, en termes de capacité. Donc, on voit que plus il y a d'interférence, plus le niveau d'interférence est élevé et plus ça fluctue dans tous les sens. Donc, une fluctuation dense donc, de la latence, une fluctuation dense de la bande passante et de la capacité, ce qui veut dire que les clients finaux ne pourront pas avoir un service stable sur la durée. Alors qu'en dessous, vous avez un diagramme où, quand bien même le niveau d'interférence s'élève, votre niveau de stabilité reste intact, les fluctuations sont beaucoup moins avérées et vous êtes capable de pouvoir fournir une qualité garantie de SLA aux clients, tant dans le trafic TCP que dans la capacité, que dans la gestion de la latence, bien évidemment parce que votre solution est capable de pouvoir atténuer les interférences dans un spectre congestionné. Troisième gros aspect et critère important, c'est l'efficience spectrale. Ça, c'est la gangrène, c'est l'une des gangrènes aujourd'hui de la plupart des opérateurs, l'efficience spectrale. Comment gérer l'efficience spectrale? Comment pouvoir donner beaucoup de capacité dans un spectre serré, dans un petit spectre? A-t-on besoin forcément d'avoir une large bande avant de pouvoir donner de grosses capacités? Et quand c'est le cas, comment est-ce qu'il faut le gérer? Nous allons voir un peu tout ça. Okay? Donc là, dans ce paramètre, dans cet espace, le spectre a une valeur très importante. Okay? Le spectre a une valeur très importante et elle vous permet de pouvoir évaluer les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir donner de la capacité par secteur et bien évidemment par client final. Et de moins en moins, nous avons la disponibilité en 5 Go. La 5 Go qui est la bande en général la plus utilisée par la plupart des opérateurs, la plupart des FAI, okay, et qui présente de moins en moins de la disponibilité. Pourquoi? Parce que tout le monde est sur la 5 Go. Dans certains pays, c'est régulé, dans d'autres, ce n'est pas forcément régulé. Et même dans les pays où c'est régulé, il n'y a pas forcément en fait, de disponibilité parce qu'il y a tellement de fournisseurs d'accès alternatifs que les régulateurs parfois n'arrivent pas à servir tout le monde. Donc, il faut avoir une solution capable de pouvoir compresser et de pouvoir fournir le maximum de capacité dans un minimum de spectre, tant au niveau du secteur qu'au niveau de la tour. Quand on dit de la tour, ça veut dire de 4 secteurs collocatifs lorsque vous avez une couverture de 360 degrés, qu'au niveau aussi du réseau global.
C'est-à-dire que je dois pouvoir, de bout en bout, être capable d'assurer, de garantir suffisamment de capacité par secteur, donc suffisamment de capacité par POP, et globalement suffisamment de capacité au niveau de tous mes hubs, donc de tout mon réseau. Et l'efficience spectrale, c'est donc cette capacité-là en termes de mégabits que je peux fournir par mégahertz de spectre utilisé. Okay? Donc, nous allons entrer dans un petit scénario où je vais un peu vous montrer l'effet de l'utilisation des fréquences lorsque vous allez vers une solution qui n'est pas du tout compressible et lorsque vous allez vers une solution qui est compressible et qui vous permet d'avoir une efficience spectrale plus intéressante. Alors, là, pour ce premier schéma, vous avez un site avec 4 secteurs, couverture 360 degrés, ok. Chaque station de base est calibrée à 40 MHz de largeur de bande. 40 MHz de largeur de bande, vous êtes capable, si la solution est très bonne, d'avoir jusqu'à 350 mégabits en débit net. Et là, vous voyez que, par exemple, c'est une solution qui n'est pas du tout compressible du point de vue fréquence et vous êtes obligé de pouvoir attribuer un canal de fréquence par secteur, donc par station de base. Avec 4 canaux de fréquence donc, par tour, donc en couverture sur 360 degrés, capable de fournir 1,4 giga sur toute la tour, mais en utilisant 4 canaux de 40 MHz. 4 canaux de 40 MHz, ça voudra dire que vous avez besoin d'un spectre minimal de 160 MHz. De l'autre côté, nous avons un système qui est compressible, qui sait faire donc de la réutilisation de fréquence 2. Ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir attribuer le même canal de fréquence au secteur diagonaux, donc en back-to-back. On part toujours avec cette capacité de pouvoir fournir 350 mégabits à 40 MHz de station à 40 MHz de largeur de bande. Et vous voyez que là, étant donné que la solution est capable de faire de la réutilisation de fréquence 2, ok, donc de fournir du F1, F1 et F2, F2, on est en mesure de pouvoir donner la même capacité totale par tour, donc les 1.4 gigabits, mais avec seulement que 2 canaux de fréquence à 40 MHz. Donc aujourd'hui, vous avez en face de vous une solution capable de donner le 1,4 GHz, mais en utilisant 160 MHz de spectre. Et en face, vous avez une solution capable de vous donner les mêmes 1,4 gigabits par POP, mais seulement avec 2 fois 40 MHz, donc 80 MHz de spectre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, si c'est un critère pour moi d'éligibilité, ou bien pour vous d'éligibilité, je vois que la solution qui est en utilisation de fréquence 4, qui ne peut pas être compressible du point de vue efficience spectrale, n'est pas la meilleure pour moi. Par contre, la solution qui est capable d'être compressible en utilisation de fréquence 2 et qui me fait utiliser le moins de spectre pour pouvoir fournir le plus de capacité est la solution la plus optimale pour moi. Cette même efficience spectrale peut être évaluée par réseau. Donc, tout à l'heure, nous avons vu, en fait, nous avons évalué en fait l'efficience spectrale par POP, donc par tour, par couverture sur 360 degrés. Cette fois-ci, nous allons la réévaluer par réseau. OK? Alors, imaginez que là, par exemple, dans mon petit schéma, vous avez, vous avez 4 POP, d'accord? Et que allez, la solution est capable, un temps soit peu, de pouvoir faire un peu de compression en F1, F1, F2, F2, mais vous ne pouvez pas l'appliquer sur tous les sites ou sur tous les POP, sur tous les hubs, peut-être du point de vue, peut-être parce que la solution n'arrive pas à gérer correctement le overlapping, peut-être parce que la distance entre les différents POP n'est pas suffisamment grande pour éviter un niveau d'interférence intersite trop élevé. Alors, dans ce cas, j'ai de la réutilisation de fréquence 4, d'accord, où j'ai des POP en F1, F1, F2, F2, mais j'ai d'autres POP en F3, F3, F4, F4. Alors, ça veut dire que dans mon réseau, en réalité, j'utilise 4 fréquences. Donc, 4 fois 40 MHz pour pouvoir avoir 1,4 giga par POP. C'est vrai que j'ai 2 canaux de fréquence par hub, mais en réalité, dans tout mon réseau, j'utilise 4 canaux de fréquence
Et pour pouvoir donner les 1,4 giga, il me faut forcément 160 MHz. De l'autre côté, j'ai une solution complètement compressible qui vient avec du beamforming, qui vient avec des faisceaux étroits, qui est capable de pouvoir en fait gérer un niveau d'atténuation des fréquences, un niveau d'atténuation des interférences de façon extraordinaire, qui est capable de faire la réduction de fréquence 2 et qui à 40 MHz est capable aussi de pouvoir me donner jusqu'à 350 MHz débit net. Il sait gérer le overlapping entre les différents sites qui a la fonction donc TDD, de synchronisation TDD via le GPS et bien évidemment capable donc de pouvoir fournir les mêmes 1,4 gigabits seulement avec 2 fois 40 MHz, donc 80 MHz maximum. Okay? Donc les mêmes deux canaux que j'utilise sur chaque pop peuvent être réutilisés de façon indéfinitive sur les différents POP, okay, vous permettant de pouvoir avoir une efficience spectrale beaucoup plus intéressante, mais en donnant toujours la même qualité de service, la même capacité à vendre, et donc forcément beaucoup plus de business. Beaucoup plus de business dans la mesure où, avec 40 MHz, avec 80 MHz, donc 2 fois 40, vous dépensez beaucoup moins au niveau de régulateur et au niveau, comment je vais dire, exploitation, mais vous gagnez plus en termes donc de capacité. Donc, on voit très, très bien que le choix est assez clair dans la solution la plus optimale. Voilà. Si je prends par exemple un petit scénario où je considère que j'ai 100 MHz de spectre, okay, 100 MHz de spectre assez clair et assez limpide chez le régulateur, et que je décide de partir, par exemple, avec 20 MHz de largeur de bande par station de base, donc par secteur, je vois bien que dans le cas qui est à ma droite, okay, qui est à votre droite, donc avec 4 fréquences, avec une largeur de bande de 20 MHz, j'ai 150 mégabits par secteur. Et si je vais vers une réutilisation de fréquence 4 en F1, F2, F3, F4, je vois très très bien que à 20 MHz, je n'ai pas une très belle efficience spectrale parce que déjà, je ne peux que donner 150 mégabits par secteur et je suis obligé d'utiliser 4 fréquences pour pouvoir mettre à l'aise mes clients, alors qu'avec la solution à gauche, qui sait être compressible, je sais donner du 350 mégas parce que l'efficience spectrale me permet de pouvoir augmenter la largeur de bande par secteur, donc passer de 20 MHz à 40 MHz, passer de 150 mégabits à 350 mégabits en utilisant le moins de spectre possible, mais en fournissant beaucoup plus de capacité. Voilà. Et là, ça se reflète effectivement. Voilà, ça c'est par exemple une comparaison donc du coût d'acquisition du réseau, d'accord, qui est le quatrième paramètre, qui un peu s'assimile au troisième paramètre que nous avons vu tout à l'heure, mais qui est le quatrième paramètre donc d'éligibilité. C'est-à-dire quoi? Avoir des solutions qui soient capables de pouvoir assurer une large couverture, une plus large couverture. Une plus large couverture avec une réduction de fréquence et une efficience spectrale beaucoup plus intéressante. D'accord? Donc là, vous voyez à gauche et à droite, vous voyez un scénario où, par exemple, j'ai schématisé un secteur à 16 POP, OK? À 16 POP, donc à 16 tours. Et à gauche, pardon, j'ai schématisé un réseau, le même réseau qu'on peut avoir, mais cette fois-ci à 9 POP. Alors, ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'opérateurs, lorsque nous allons les voir, ou lorsqu'un provider va les voir pour échanger, pour discuter sur donc, la solution, on nous dit, écoutez, c'est très très bien tout ce que vous nous avez présenté, vos solutions sont magnifiques, c'est bien, les spécifications techniques sont très bonnes. Mais la question qui revient, c'est vos stations de base coûtent combien? Alors, si un opérateur ou un fournisseur d'accès doit seulement se cramponner sur le prix de la station de base, le prix de la station de base ne fait pas forcément en fait, le retour sur investissement. Une station de base peut être très très moins chère, mais si vous vous retrouvez dans un scénario comme celui de droite où, parce qu'il est moins cher et qu'il ne vous fournit pas malheureusement suffisamment de couverture en termes de rayons, vous serez obligé de répliquer autant de fois que possible
le nombre de POP parce que vous avez un large domaine à couvrir en termes donc, de position donc, des clients. Alors que si en face, vous avez des stations de base qui coûtent un peu plus cher, qui coûtent un peu plus cher parce qu'il y a du beamforming, parce qu'il y a de la synchronisation TDD via GPS, parce que le système est capable de faire la réalisation de fréquence 2, parce que le système vous offre une meilleure efficience spectrale et vous offre une plus large, un plus large rayon donc, de couverture, mais en vous permettant donc de déployer quasiment 2 fois moins de POP, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant du point de vue retour sur investissement sur le temps, d'aller vers une solution qui vous fait dépenser le moins possible sur le temps, pas sur l'immédiat, mais sur le temps qui vous fait dépenser le moins possible en termes d'infrastructure, plutôt que d'aller vers une solution qui, par unité, est peut-être moins chère, mais qui vous fait déployer beaucoup plus en ne vous garantissant pas forcément en vous garantissant pas forcément en fait la qualité nécessaire dont vous avez besoin. Ok? Donc plus de POP vont vous amener à gérer plus de liaisons backhaul. Plus vous aurez de POP, plus il va vous falloir gérer donc des liaisons backhaul, soit de la fibre, soit des microwaves. Et je pense que vous êtes des professionnels, vous savez ce que ça coûte. Ça va générer plus de coûts donc de location par POP, par tour. Supposez que vous n'avez pas vos propres infrastructures, que vous êtes obligé donc de louer en fait des sites, c'est assez compliqué. Donc, imaginez un peu tous les coûts. Ne regardez pas seulement le coût de la station de base. Regardez tous les coûts qui se rajoutent. Plus de fibres, plus de microwave, plus de coûts de location, plus de consommation d'énergie de puissance, etc. Le point numéro 5, c'est une solution. Comment évaluer en fait une solution point multipoint capable de pouvoir fournir donc du multiservice? Multiservice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que votre solution soit capable de pouvoir adresser tous les différents types de clients. D'accord? Vous avez donc en général, il y a 2 types de services principaux que vous pouvez fournir. Soit vous fournissez du débit garanti, soit vous fournissez du service best effort. Okay. Le service best effort est essentiellement en fait orienté pour les résidentiels. D'accord? Donc, c'est vraiment en fait le service qu'il faut aux résidentiels parce qu'on est tous bien d'accord que les résidentiels ne génèrent pas ou génèrent moins de revenus moyens que les entreprises business. Ok, un résidentiel, voilà, il a juste besoin de pouvoir ouvrir son Yahoo, son Gmail, de pouvoir aller sur quelques sites et de pouvoir aller un peu sur Netflix, etc. Mais il n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir payer, en fait, de pouvoir générer un revenu moyen par rapport à une entreprise qui va un peu dans des services beaucoup plus professionnels. Donc, est-ce qu'on a en face de nous une solution qui est capable de gérer du best effort, qui est capable de gérer du SLA, parce que le SLA garanti est orienté entreprise ou small and middle enterprise, est capable de pouvoir générer un revenu moyen beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Okay? Donc, cette solution doit pouvoir être flexible pour pouvoir fournir suffisamment de services débit garanti et pouvoir aussi adresser les résidentiels là où le besoin se fait sentir. Okay? Donc là, vous voyez, vous avez 2 schémas qui vous montrent un peu la manière donc, de gérer un peu ces différents types de services. Le best effort service orienté résidentiel, donc vraiment résidentiel ou high-end résidentiel, comme on le dit, parce qu'il y a plusieurs niches de résidentiel. Il y a des résidentiels vraiment qui demandent de la très très basse capacité, il y a des résidentiels qui demandent un peu plus de capacité, mais dans tous les cas, c'est du débit partagé. Quand vous êtes en mode best effort, en réalité, le trafic ne demande pas de ressources à la station de base. OK? Donc, lorsque vous avez un seul client best effort, comme dans le schéma 1, vous avez un seul client best effort qui est connecté, il a cette capacité qu'il peut avoir, donc son max de capacité, okay, qu'il peut avoir, et je pense qu'il aura en fait ce confort-là de pouvoir travailler aisément. Mais lorsque vous en avez 2, 3, 4, 5 qui se connectent en même temps, forcément, la bande passante, elle est partagée. D'où un peu on assimile le service best effort à de la bande passante partagée. D'accord?
Parce que pendant les heures de trafic, en général, souvent c'est les soirs, quand les entreprises sont fermées, que tout le monde est à la maison, tout le monde se connecte à la maison et on ne peut pas garantir du débit à un client résidentiel. Parce que de toute façon, son ARPU, donc son revenu moyen, est très très faible. Et vous ne pouvez pas permettre en fait à un résidentiel de pomper de la ressource sur votre secteur alors qu'il n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir débourser ce qu'il faut. A contrario, vous avez en bas donc le service SLA, débit garanti, où vous savez calibrer votre station de base. Vous savez donner du débit garanti en fonction de ce que l'entreprise, le client entreprise est capable de payer. Si aujourd'hui vous avez un client entreprise CIR6 capable de payer 2 mégas dédié à tout moment de la journée, votre système est capable de pouvoir donner 2 mégas. Du 10 mégas, il est capable de donner du 10 mégas. Du 20 mégas, capable de donner du 20 mégas débit garanti. Parce que c'est cette niche donc, de clients qui aujourd'hui vous apporte le plus de revenus et qui vous permet de pouvoir en fait rentabiliser suffisamment en fait votre investissement. Mais il est très important au final de comprendre qu'on a besoin d'une solution capable de pouvoir adresser les deux niches. Adresser donc des entreprises, des middle enterprises et des résidentiels qui en général sont la mass market. D'accord? On ne peut rien négliger. Voilà. On peut se retrouver dans une zone où on n'a que du débit garanti en ce moment, on saura calibrer la station de base ou la solution en mode débit garanti. On peut avoir des sites où on n'a que des résidentiels. En ce moment, il faudrait que la solution soit capable de pouvoir se comporter uniquement en résidentiel. Comme on peut avoir en fait des zones mixtes où la solution doit être capable de pouvoir en fait définir un ratio de services ST-Fort et résidentiel. Et enfin, bien évidemment, il faut tenir compte donc de la durabilité donc des équipements, de la durabilité des équipements. Surtout vérifier l'indice de protocole donc, des équipements, avoir au moins du IP 6667 compliant, des équipements capables de pouvoir fonctionner, capables de pouvoir supporter la poussière, la pluie, le vent, le froid, la chaleur, être capable de pouvoir être déployé dans le désert, dans des zones à forte humidité ou à forte zone pluvieuse, parce que justement, ça vous permet de pouvoir assurer votre réseau sur la durabilité. Il ne faudrait pas que vous ayez des équipements que vous êtes obligé de changer tous les mois ou toutes les 2 semaines parce que voilà, l'équipement n'a pas supporté la poussière, parce que l'équipement n'a pas supporté la pluie, parce qu'il y a des intrusions d'eau, etc. Donc, l'étanchéité est assez importante, la robustesse de l'équipement est assez importante et justement, la satisfaction au final donc, du client vous permet de pouvoir assurer la pérennité de votre réseau tant que vous ne rentrez pas dans des RMA ou dans des spares complètement bien évidemment, il n'y a pas que ces paramètres. Il y a aussi les paramètres donc le paramètre local. Vérifier que vous avez une bonne qualité d'électricité, que c'est secouru, que c'est ondulé, et que sur les sites clients, que sur les sites BS, vous avez justement la bonne stabilité d'énergie pour pouvoir alimenter les équipements. Voilà. Donc, au final, c'est un peu ces 6 grands aspects que vous devez prendre en compte dans le choix de vos solutions point multipoint. Et je pense que, à mon humble avis, si vous vous comprenez effectivement sur ces différents critères et que vous savez mettre en place un tableau de bord très clair sur où est-ce que vous voulez aller, quelle est la segmentation clientèle, quelles sont les niches de clients, quelle est la zone de couverture que je veux mettre en place. Est-ce que j'ai une solution capable de pouvoir gérer les interférences parce que je n'ai pas peut-être les moyens de transmettre en zone licenciée? Est-ce que j'ai une solution capable de pouvoir me fournir de la latence très faible, même en zone interférée? Voilà, autant de choses. Et est-ce que je suis capable d'avoir des équipements robustes, tant dans la pluie que dans le vent, capables de pouvoir me donner justement satisfaction sur une pérennité du réseau? Et au final, je vais donc vous présenter essentiellement donc, la gamme donc, de solutions point multipoint qui répond à tous ces critères, qui s'appelle donc le Radwin Jet. Donc le Radwin Jet donc, est une solution beamforming bidirectionnelle, donc bidirectionnelle aussi bien dans le uplink que dans le downlink. La technologie beamforming, comme je l'avais dit au début, est une solution, est une formation de faisceau étroit
orientable et directionnel, qui est environ de 8 degrés en 5 gigas et de 15 degrés donc en 3 gigas. Donc là, je parle donc de la largeur du faisceau et qui vous permet de pouvoir, qui se comporte comme une solution multiple point à point, envoyant un faisceau unique à chaque client utilisateur et vous permettant de pouvoir assurer une qualité optimale par utilisateur. Donc, nous avons plusieurs gammes donc, de stations de base. Nous avons la station de base JET en bande 5 GHz, donc la JET Pro, que probablement bon nombre d'entre vous connaissent, JET Pro, qui offre jusqu'à 750 mégas de débit net et orienté vraiment service de débit garanti. Et nous avons la solution JET Air, qui est une solution uniquement best et forte, pour le résidentiel. Nous avons un tout nouveau-né qui est donc le Jet Duo 5 GHz. Le Jet Duo 5 GHz, c'est quoi? C'est une station de base en fait dual band qui a 2 moteurs en son sein et qui est capable simultanément en fait de pouvoir en fait transmettre dans 2 bandes 5 GHz différentes à la fois. Donc ça résout encore plus le problème d'efficience spectrale. Et nous avons aussi la même chose du point de vue bande licenciée donc en 3 GHz. Donc une station de base unique, single band, single carrière offrant 750 mégas de débit en 3.5 et la Jet Duo 3.5 gigas pour les opérateurs qui ont déjà une bande licenciée mais qui malheureusement ont un spectre assez moyen, qui n'ont pas beaucoup de spectre et qui ont besoin justement de pouvoir desservir des clients non débit garanti dans une bande de fréquence on-license. Donc aujourd'hui, on a mis en place donc, cette station de base Jet Duo qui est capable donc, de pouvoir transmettre simultanément en 3.5 et en 5 gigas en faisant bien cette segmentation clientèle donc de clients privilégiés VIP en bande licenciée et de clients moyens ou low-end en 5 gigas en fonction donc, du type de service CIR ou best effort. Ces différentes stations de base sont capables donc de pouvoir gérer les interférences collocatives. Pourquoi? Parce que grâce au beamforming, lorsque vous avez une interférence entrante au niveau donc, des stations de base qui pourrait affecter donc le client, le système donc de la station de base va générer en fait un extra faisceau, donc un extra gain permettant de pouvoir en fait maintenir de façon constante la liaison du client, même dans une zone interférée. Donc, les lobes, parce que le lobe principal, en réalité, lui, est beaucoup plus fort et génère justement cet extra gain. Par contre, les lobes voisins vont, eux, souffrir donc de cette interférence-là et probablement pourraient affaiblir la station de base. Mais comme le beamforming, aujourd'hui, assure la pérennité donc, de la liaison en générant un extra gain, ça lui permet donc de pouvoir assurer donc, la liaison débit garanti à tous les utilisateurs, que ce soit donc de la haute capacité, que ce soit sur de longue distance. Et c'est pareil aussi dans l'autre sens. C'est pareil aussi dans l'autre sens lorsque vous avez en fait une interférence sortante et que vous devez pouvoir gérer les secteurs adjacents. Donc dans le downlink, vous devez pouvoir éliminer au maximum les niveaux d'interférence entre les secteurs adjacents parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des secteurs adjacents qui se chevauchent entre eux et qui interfèrent entre eux. Justement, le beamforming qui vient avec des stations de base 80 degrés strictes, avec justement des faisceaux étroits, élimine complètement en fait ce niveau d'interférence entre les secteurs adjacents et donc réduit complètement donc, la pollution interférentielle, ce qui permet de pouvoir assurer bien évidemment le débit garanti par l'utilisateur. Bien évidemment, cette solution travaille en régulation de fréquence 2, seulement 2 fréquences pour 4 secteurs, 2 fréquences pour tout un réseau lorsque votre dimensionnement est fait comme il se doit. Et nous avons l'équipe nécessaire derrière pour le faire. Les avantages donc, de la solution Radwin, c'est une connectivité fiable, comme du point à point. Nous sommes quasiment à l'ère de la fibre dans l'air. On n'est pas là pour concurrencer la fibre, on est là pour compléter la fibre. On est là pour apporter du service garanti, aussi bien dans les résidentiels, donc dans les domiciles, qu'au niveau des clients business, entreprise. Et bien évidemment, on a une solution qui nécessite
un très faible investissement en termes donc d'acquisition. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros core network derrière. On n'a pas besoin de creuser pour pouvoir tirer des câbles ou quoi que ce soit. Non, on est très flexible et on sait aujourd'hui compléter tout ce qui est déploiement FTTH vers les zones non desservies par la fibre. Là, vous avez un peu une idée de tout ce qui est subscriber unit, okay? Donc des antennes donc intégrées comme des antennes embarquées capables de venir avec des antennes externes. Okay? Donc ce sont vraiment de petits CPE qui sont très flexibles IP67 et qui offrent donc des capacités allant jusqu'à 250 mégas débit net. Voilà. Donc tant en 5 Go qu'en 3.5, vous êtes capable d'avoir une large gamme de solutions vous permettant donc de pouvoir et desservir vos clients. Évidemment, ce sont des antennes très petites qui ne sont pas encombrantes du tout, qui ne pèsent pas du tout et qui vraiment savent s'intégrer à la solution Beam4Me. Donc, en sommaire, très important de tenir compte de tous les attributs nécessaires pour l'éligibilité d'une solution, de la meilleure solution, vous permettant d'avoir un investissement faible, mais un retour sur investissement assez intéressant. Évolutivité de votre réseau, fiabilité donc de la connectivité qui s'assimile donc à un système limité d'interférence, l'efficience spectrale et la capacité donc de faire de la régulation de fréquence 2 sur chaque pop et sur tout le réseau, et la durabilité donc de l'équipement. Durabilité de l'équipement en termes donc de robustesse. Éviter donc de comparer les prix des stations de base, mais plutôt être orienté vers un coût total du déploiement du réseau par rapport justement au gain qu'on aura. OK? Voilà. Et je vous remercie. C'est vrai que j'ai un tout petit peu débordé sur le timing, mais je pense que je suis resté dans les 1 heure. Je reste disponible en tout cas pour toutes les questions. C'est vrai que le webinaire, il est terminé, mais je reste disponible pour toutes les questions, pour répondre aux questions. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour le timing pour les 1 heure que nous avons passé ensemble, que ce soit de chez vous, de votre bureau, de votre lieu de confinement. Et j'espère en tout cas que tout le monde est en bonne santé jusqu'à présent. Alors, il y a eu 67 participants et je vais commencer à regarder un peu les questions. Alors. Alors, Denis. Bonjour Cédric. Voilà. Ok, là je suis encore juste dans les petits commentaires. Je ne vois pas encore les questions. Image, bonne présentation, tout est parfait. Ok, Raphaël Rieux, mon son est coupé. Ah, bizarre. Ok, alors j'ai une question donc de Madiou. Est-ce que vos stations de base font aussi la gestion de la bande passante? Alors, oui, mais vous ne pourrez pas forcément en fait le voir au niveau donc de la configuration des stations de base, mais plutôt lorsque vous avez donc un outil de supervision vous permettant de pouvoir en fait évaluer la gestion de la bande passante. Okay? Nous avons un outil donc de supervision qui s'appelle le WinManage, qui est un outil propriétaire qui permet donc de pouvoir en fait non seulement faire la supervision, mais vous permet aussi de pouvoir connaître un peu les différents taux de bande, enfin le taux de bande passante transmis et reçu, évaluer en termes de paquets, en termes de débit, l'utilisation en fait de votre bande passante par client, par zone, etc. Alors ensuite, Aurore, non, ok pour moi. Pas le choix en France. Aurore, puis on parle pas le choix en France. Alors j'aimerais peut-être que vous me donniez un peu plus de détails sur ce commentaire. J'ai pas très bien compris.
Alors, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'ont pas le son, pendant que d'autres en avaient. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, David, Fitiana, quelle est la distance optimale si on utilise des SUR 9A50 pour avoir une efficacité spectrale optimale? Alors, déjà, le SUR 9A50, je crois que c'est un bandit. Je crois que si je ne me trompe pas, ça doit être une antenne donc de 16 dBi, si je ne me trompe pas. En général, les 16 dBi c'est vraiment en fait pour les courtes distances, donc 2-3 km. Et en général, comme vous êtes en bande 5 GHz, il faudra en fait tenir compte donc des niveaux d'interférence en fonction de la bande que vous aurez choisie. L'efficacité spectrale est beaucoup plus gérée par la station de base et pas par la station cliente. Donc, c'est au niveau de la station de base, en fait, qui doit pouvoir gérer cette efficacité spectrale-là. Tout ce dont la station cliente a besoin, c'est que la station de base puisse gérer aussi la fonction dynamique de la largeur de bande, lui permettant donc de pouvoir lui donner le débit nécessaire. Mais encore une fois, le SUR est un CPE donc orienté best effort, donc il n'y a pas de débit garanti, ok, c'est du débit partagé. Le client pourra avoir sa capacité en grille réelle que si il est le seul sur le secteur. Plus il y aura de clients best effort et plus la capacité va être partagée. Et ensuite, Loïc, je dois vous quitter, merci. Résumé. Alors, Monsieur Tahir, si résumé. De toute façon, vous aurez la présentation, enfin, vous aurez en fait, on partagera avec vous le webinaire, ok? Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, il y a une question de, je crois que c'est Rodolphe, pardon. Pour 1 giga, est-ce que vos stations de base font aussi la gestion de la bande passante pour 1 giga, est-ce que vos stations de base font aussi la gestion de la bande passante? Je n'ai pas très bien compris cette question. Si vous pouvez peut-être la reformuler, Rodolphe, s'il vous plaît. Voilà. Ou c'est Mathieu qui a posé la question, je ne sais pas. Alors, Ousmane, s'il vous plaît, quelle est la différence entre IP66 et IP67? Alors déjà, la norme IP, c'est l'indice de protection, ok? Le premier paramètre, donc le premier chiffre est le paramètre relatif à l'intrusion de l'eau, ok? Et le second chiffre est le paramètre relatif à l'intrusion de la poussière, ok? Donc le premier chiffre relatif à tout ce qui est humidité, étanchéité et intrusion de l'eau, et le deuxième chiffre relatif à tout ce qui est intrusion de la poussière. Donc voilà, donc en fait ce sont des normes qui sont définies qui sont définies en fait par la régulation internationale, ok, des télécoms, et c'est eux, après des tests donc de chaque équipement, c'est eux qui nous attribuent justement ces notes en termes donc de robustesse, ok. Donc si vous êtes assez étanche par rapport à la poussière, vous aurez une note IP67, donc 67. Si vous êtes un peu moins étanche, vous aurez du IP66. Il y a des équipements qui sont même en IP55, donc ça veut dire que voilà. En termes de protection contre l'eau, contre la poussière, ce n'est pas terrible. Oumar, merci pour la présentation. Ok. Ousmane. Non. Alors, Madiou, encore. Bon, je crois que j'ai fait le tour des questions, sauf s'il y en a encore d'autres. Ok, Congolo. Salut. Parlons de extra gain.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'extra gain, Monsieur Congo, si vous pouvez reposer la question. Ousmane Ibrahim, merci beaucoup pour la présentation et nous pouvons avoir la vidéo. Je partagerai avec vous le webinaire, il n'y a pas de problème, incluant aussi les questions-réponses, ok? Pas de souci. Ok, Monsieur Congolo, moi j'ai une situation qui m'est arrivée à plusieurs reprises. Quand il y a interférence, les clients sont coupés. Alors, quand il y a interférence, les clients sont coupés. Et déjà, il faudra que une solution qui sait gérer l'interférence n'est pas une solution qui fait de la magie. Et derrière la gestion des interférences, derrière la gestion de TDD, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'a qu'une heure de temps, mais derrière la gestion des interférences, il y a aussi toute une batterie d'actions aussi à faire. D'accord Vous devez d'abord vous assurer que vos sites clients sont très, très bien installés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après une planification radio, une issue de planification radio correcte, que vous ayez respecté donc les élévations, que vous ayez respecté les azimuts, que vous ayez respecté qu'on va dire que vous ayez respecté fait le meilleur alignement possible, ok, par rapport à la station de base. Et maintenant, bien évidemment, que vous ayez choisi la meilleure bande de fréquence la moins bruteuse. Ok, si vous êtes en 5 gigas, il est fort probable que les bandes soient très interférées. Notre outil, nos équipements, donc ont un outil embarqué qui s'appelle donc l'analyseur spectral, donc le Spectrum Viewer, ok, et qui vous permet donc de pouvoir évaluer le niveau interférentiel de chaque canal dans chaque bande. Okay, donc, ce qui vous permet de pouvoir vous orienter donc le choix optimal de la bande à pouvoir utiliser. Okay, donc, essayez de revoir un peu tout ça. Notre équipe support est disponible. Si vous avez mon contact, vous avez mon contact, vous avez mon email. On pourra toujours vous mettre en contact avec notre équipe support pour pouvoir vous assister dans ce sens. Mais que les liens coupent définitivement, je pense qu'il va falloir revoir effectivement vos niveaux de qualité de signal, peut-être revoir aussi vos alignements et d'autres paramètres essentiels. Alors, Kiwan dit ça. Bonjour Cédric, merci pour cette présentation très claire. J'aimerais avoir un détail sur les SU. J'ai cru voir 500 mégabits et 50 mégabits. Je ne sais pas si c'est une erreur. Alors, oui, c'est vrai que nous avons des SU à 500 mégabits. Effectivement, nous avons des SU à 500 mégabits qu'on est capable de... Oui, on en a dans notre catalogue. Mais bon, je tiens compte aussi du besoin du besoin dans les zones. Okay, aujourd'hui, c'est vrai que quand nous sommes en Europe, nous avons des clients, des ISP qui demandent aujourd'hui des CPU à 500 mégabits. Et vous êtes d'accord avec moi que 500 mégabits, vous le connectez sur une station de base, c'est clair que vous ne pouvez pas connecter plus de 2 clients par secteur. Okay, donc, tout est une question en fait de demande. De la demande et je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais en tout cas, si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui vous puissiez avoir des demandes allant jusqu'à 500 mégabits en point multipoint. Si c'est le cas, moi je vous recommande très vivement de plutôt en fait connecter ce type de client-là en liaison point à point. Ça vous décongestionne complètement votre solution point multipoint et ça vous permet donc de pouvoir adresser ce type de client avec des solutions point à point dédiées. Maintenant, bien sûr, vous pouvez utiliser cette SU de 500 mégas si vous voulez faire d'une solution point multipoint un lien backhaul. C'est aussi possible. Alors, Monsieur Mohamed Traoré, j'aimerais recevoir plus d'explications sur la notion d'interférence en 5 gigas. Alors, la notion d'interférence en 5 gigas, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a un webinaire qui est spécialement en fait dédié pour la gestion des interférences en bande non licenciée. Je n'ai pas encore de date pour ce webinaire-là, mais je pense que vous serez probablement invité
d'ici là. Le webinaire va passer en anglais, je pense dans la semaine, mais il repassera en français probablement courant mai. Les interférences, notez que la 5 Go a une bande non licenciée, une bande libre en griffe, une bande libre dans la plupart donc, des pays, de nos pays, et connaît donc une utilisation anarchique tant avec les solutions Wi-Fi conventionnelles qu'avec les solutions LTE et autres. Et donc, le fait de pouvoir se retrouver avec plusieurs équipements faisceaux hertziens sur la même bande, sur les mêmes canaux, donc génère aujourd'hui des interférences fréquentielles. D'accord? Tant du point de vue de la largeur de bande que du point de vue des canaux de fréquence, que du point de vue aussi de la modulation et autres. C'est pour ça qu'il est important d'avoir donc des solutions, comme je les ai présentées tout à l'heure, qui savent gérer donc de façon dynamique l'utilisation de la largeur de bande, qui savent gérer de façon dynamique la modulation et qui savent gérer avec une technologie évoluée, la gestion des interférences collocatives en ayant des faisceaux suffisamment étroits et moins exposés donc au bruit extérieur. Mais de toute façon, il y aura un webinaire détaillé sur ce plan-là. Okay. Alors, M. Madiou repose la question. Vous avez un équipement de gestion de la bande passante en termes d'allocation. Vous avez un équipement de gestion de la bande passante en termes d'allocation de la banque sur AP. Alors, je n'ai pas très bien compris, M. Madiou. Si vous peut-être vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît. Vous avez je relis, hein, vous avez un équipement de gestion de la bande passante en termes d'allocation de la banque. Bon, je suppose que vous vouliez dire de la bande sur un AP. Alors, j'essaye de comprendre hein, ce que vous voulez dire. Je pense que vous voulez peut-être nous demander comment est-ce que nous arrivons à gérer l'allocation des ressources par client utilisateur. Lorsque vous êtes sur un client CIR débit garantie, déjà à partir de la station de base vient avec des petits bonbons. Ok, je les appelle des petits bonbons que nous appelons en fait des ressources. Ok, des ressources d'allocation. Et ces ressources-là, ok, sont attribuées en fonction donc de la demande de chaque client. Si c'est un client débit garanti qui vous demande par exemple un débit, une capacité garantie qu'il veut avoir à tout moment de la journée, bien évidemment qui correspond au package pricing que vous proposez, oui, le système, à partir de la station de base ou à partir de ce système, vous êtes capable de pouvoir gérer ces allocations de ressources. Par contre, si c'est un client résidentiel qui est en mode best effort, il n'y a pas d'allocation de ressources à lui allouer parce que vous ne pouvez pas, en fait, utiliser le terme garantie. Vous ne pouvez pas garantir de la capacité ou du débit à tout moment de la journée. Ce débit-là va fluctuer en fonction donc de l'utilisation de la bande passante des best efforts. J'espère que j'ai compris votre question. Sinon, merci de la reformuler. Alors, M. Congolo demande, est-ce que cette configuration de extra gain est-elle automatique ou elle se configure? C'est automatique. C'est natif et l'équipement est conçu de façon technologique, est conçu comme cela. Et c'est automatique. Vous n'avez aucune configuration spécifique ou manuelle à faire. Monsieur Tahirsi, comment se passe le suivi de la qualité de service avec Radwin? Le système est capable de gérer la QoS, tant au niveau radio qu'au niveau network. OK? Donc, ça sera à vous de voir avec, par rapport aux différents types de services que vous voulez proposer par client. OK? Par exemple, pour avoir un client qui peut demander plusieurs types de services, qui peut demander de l'Internet, qui peut demander de l'interco, qui peut aussi demander en même temps sur le même tube ou sur la même liaison de la TOIP ou de la vidéosurveillance. Donc oui, le système est capable chez nous de pouvoir en fait gérer cette QoS-là en fonction des différentes priorités que vous attribuez aux différents VLAN gérant ces différents types de services avec des poids de capacité tant en uplink qu'en downlink. Donc oui, c'est possible. On pourra venir en détail un peu plus sur la question si jamais vous avez un scénario très clair que vous souhaitez nous présenter en offline. Rodolphe, d'accord. Pour le son, il fallait utiliser un casque, oui. Bon. Monsieur David Fitian, c'est du 22 dBi. Alors, qu'est-ce qu'il y a du 22 dBi? Alors oui, en termes de SU,
nous avons, OK, vous me parlez de 22 dBi. 22 dBi, si c'est un SU, un subscriber de 22 dBi, oui, vous pouvez courir, aller jusqu'à, je prends par rapport à mon expérience sur l'Afrique de l'Ouest et centrale en bande 5 GHz congestionnée, aller jusqu'à 5-7 km, 8 km pour du 22 dBi si vous souhaitez avoir une capacité optimale. Et je pense que c'est très correct. Bien évidemment, vous pouvez courir plus de distance que ça. Avec du 22 dBi, vous pouvez aller au-delà de ces 8 km, d'accord? Mais vous n'aurez pas forcément la capacité totale. Tout va dépendre en fait du besoin du client et tout va dépendre du scénario d'installation et aujourd'hui des infrastructures nécessaires pour pouvoir installer ce client-là. Okay? N'oubliez pas quand même que lorsqu'on veut installer un client final, on tient compte aussi de tout ce qui est infrastructure qui tourne autour. D'accord? Infrastructure, je veux dire quoi? Je veux dire les pylônes, les bras de déport, etc. OK? Voilà. Seidi, est-ce que sur le même SC des clients, est-ce que sur un même SC, des clients en best effort et des clients en débit garanti? Alors, je n'ai pas trop bien compris la question, Seidi. Si vous pouvez me la reposer, est-ce que sur un même SC, des clients en best effort et des clients en débit garanti? Bon, j'essaie de comprendre. Hein. Je pense que vous voulez nous poser la question de savoir, est-ce que sur la même station de base, on est capable de connecter les clients aussi bien en best effort qu'en débit garanti? Oui, justement. C'est pour ça qu'on a parlé donc dans le point numéro 5 du critère d'éligibilité. On a dit qu'il fallait avoir une solution capable de pouvoir en fait adresser les deux types de clients. D'accord? Donc, et aujourd'hui, la solution Radwin, point multi-point jet que nous offrons, quelle que soit en fait la bande en 5 Go ou en 3.5, est capable de pouvoir adresser ces deux types de marchés simultanément, en même temps. Donc, c'est-à-dire que sur le même secteur, je suis capable de pouvoir connecter des clients en débit garanti et des clients en best effort. Ça sera tout simplement à vous de calibrer la station de base, de définir le ratio de ressources que vous voulez allouer aux clients garantis et de ressources que vous voulez allouer au best effort. Et en ce moment-là, vous pourrez donc pouvoir faire le mix. Ça, c'est aucun problème. Alors, Madiou, comment se passe la gestion des interférences de vos équipements et avec les autres fabricants? Alors, on ne fait pas de miracle. Nous, aujourd'hui, on a une solution propriétaire. On ne gère pas les interférences des autres équipementiers. La première des choses que nous savons faire, c'est déjà de gérer nos propres interférences collocatives entre nos propres antennes. Maintenant, je pourrais essayer ou tenter de répondre, de vous donner la réponse suivante concernant justement les interférences des autres, venant des autres fabricants ou des autres équipementiers. Notez que j'avais dit que notre solution vient avec une technologie beamforming. Et la technologie beamforming, c'est une formation de faisceau étroit, orientable et directionnel. Et chez Radwin, en 3 GHz, la largeur du faisceau est de 15 degrés. En 5 GHz, la largeur du faisceau est de 8 degrés. Donc, ça veut dire que plus le faisceau est étroit, d'accord? Donc, le main lobe, plus il est étroit et moins il est exposé aux interférences. Plus le faisceau est large, plus il est exposé aux interférences. Vous allez me demander, okay, pourquoi en 3 GHz, la largeur du faisceau est de 15 degrés? C'est tout simplement parce qu'en 3 GHz, en fait, la 3 GHz est censée être une bande licenciée. Donc, censée être une bande payante qui coûte cher et qui est dédiée, et censée être une bande qui, normalement, n'est pas interférée lorsque vous avez un spectre bien défini. Donc, en ce moment, bien évidemment, on ouvre un peu plus le lobe pour pouvoir permettre un meilleur confort. Par contre, en 5 GHz, on est obligé de pouvoir rétrécir encore plus le lobe, donc 8 degrés. Pourquoi? Parce qu'on est dans une bande non licenciée, assujettie aux interférences, et forcément, il faudrait que le système soit capable de pouvoir en fait rétrécir au maximum son lobe pour être le moins exposé aux interférences. Donc, je pense que c'est de cette seule manière-là que nous pouvons lutter contre les interférences extérieures des autres équipementiers.
Carole Douanji, comment activer le ARQ sur les POP? Il est activé de façon native. Les équipements sont conçus natifs avec le ARQ. Voilà. C'est une fonction qui est native, qui est déjà conçue, et il faudrait juste vous assurer que la solution est capable de… La solution vient avec ce paramètre-là. Okay? Il n'y a pas une activation spécifique à faire. Quelle date est prévue la prochaine session? Donc, c'est une question de M. Mohamed Traoré. Alors, je vous renvoie sur le site web donc, de Radwin, www.radwin.com. Okay? Et vous allez donc sur la page Event Online, si vous voulez lire en anglais, ou sinon vous pouvez aller sur la page française. Et vous verrez la liste donc, de tous les webinaires avec les dates, etc. Okay? Et en ce moment-là, vous pourrez donc vous enregistrer sur le webinaire qui vous convient. Donc, pardon, je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les webinaires qui vont être organisés jusqu'en fin avril. OK. Et dès le moment qu'on va approcher de mai, vous allez commencer par voir au fur et à mesure les webinaires qui sont programmés pour le mois de mai. Donc, pour le moment, il n'y a que les webinaires en avril. Donc, essayez de vous connecter et regardez un peu quels sont ceux qui sont déjà programmés. Si vous avez loupé déjà un webinaire, de toute façon, vous pouvez toujours cliquer sur la vidéo on demand. Okay, et pouvoir le suivre en différé. Madiou, la distance maximum de vos équipements pour une liaison point à point et point à multipoint. Alors, c'est une bonne question. Une question en général à laquelle je réponds de la façon suivante. Vous savez, il y a la distance théorique, okay, qui sont testés labo et qui prennent en compte donc toutes les meilleures conditions de température, de pression et de facteurs climatiques. Et il y a les distances réelles qui tiennent compte du facteur climatique de chaque pays, qui tiennent compte du site survey qu'on aura fait pour chaque projet, qui tiennent compte donc de l'étude de radioplanification qu'on devra élaborer à partir donc, des outils que nous avons. Et vous pouvez vous rapprocher de nous pour avoir un support sur ça. OK? Voilà. Donc, ça, on tient compte un peu de tout ça. Je n'ai pas envie de vous donner en fait des distances standards, mais c'est au cas par cas et c'est en fonction donc, de la demande, en fonction donc du projet, mais de façon théorique, les solutions point multipoint, c'est jusqu'à 40 km et les solutions point à point, c'est jusqu'à 120 km. Mais encore une fois, c'est pas parce que je vous dirai ça que vous viendrez me voir et me dire, écoutez, Cédric, voilà, j'ai une liaison de 100 km et je veux du 100 mégas full duplex. Je ne vous dirai pas non, oui tout de suite, ni non tout de suite. Je vous dirai, écoutez, il faudra qu'on fasse une étude et qu'on voit est-ce que nous avons les équipements nécessaires capables de donner du 100 mégas full duplex sur 100 km dans les conditions qui auraient été fournies après le site survey. Mamad, alors, qu'est-ce qu'une station de base point multipoint? Quand est-ce qu'une station de base point multipoint nécessite un omni? Bon, déjà, Radwin ne fournit plus d'omnidirectionnel, mais les omnis déjà sont assez limités du point de vue gain, donc du point de vue portabilité. Okay, le gain en général des stations de base omnidirectionnelles est assez faible et en général, ce sont des solutions orientées pour des applications de mobilité, pour des applications de mobilité en général ou bien pour des applications de hotspot Wi-Fi. Okay? Ou lorsque vous êtes dans des applications où vous avez en fait des stations distantes qui sont en fait des stations mobiles qui font donc de la rotation, en ce moment, oui, il va falloir en fait utiliser donc des stations de base omnidirectionnelles. Mais Radwin n'en fournit plus, on n'a plus du tout cette solution. Et aujourd'hui, nous ne fournissons que des solutions sectorielles. Okay? C'est vrai qu'on a une solution de mobilité, mais qui est uniquement orientée pour les déploiements de transportation. En Afrique, malheureusement, on n'a pas encore de métro, on n'a pas encore de train, ça va venir, c'est sûr, mais on n'est pas encore à ce stade-là. Et alors, Ousmane Ibrahim, ok, merci. Et pourquoi on dit que la radio Radwin est intelligente et c'est sélectionner la fréquence? Ok.
La station de base, elle est intelligente. Pourquoi? Parce que elle sait gérer de façon automatique les alignements. Okay? Lorsque vous êtes dans une zone urbaine densifiée et que vous êtes en face de certains, vous êtes en face d'un scénario non line of sight, okay, sur une certaine distance assez définie, le système sait envoyer sait faire réfléchir, okay, les faisceaux sur des surfaces planes afin de pouvoir en fait assurer la continuité des données, même ou la connectivité, même en zone non line of sight. Intelligente, pourquoi? Parce qu'elle sait gérer aussi la largeur dynamique. Donc, elle sait gérer de façon dynamique la largeur de bande en uplink downlink. Intelligente aussi parce qu'elle sait gérer donc l'allocation des comment je vais dire l'allocation des ressources, ok, par client, d'accord. Ça aussi on pourra aussi le voir après dans un autre webinaire. Comment aujourd'hui la station de base est capable de pouvoir en fait gérer les ressources d'allocation uplink downlink en fonction de l'occupation ou en fonction donc d'une liaison qui est brinque-ballante ou pas. Okay, voilà, c'est ce qui aussi permet, c'est ce qu'on appelle un peu le smart bandwidth management. Donc, la gestion intelligente de la bande passante, la gestion intelligente de la largeur de bande, la gestion aussi intelligente de la transmission des faisceaux en scénario non line of sight. Ok, Mathieu, la distance maximum de vos équipements, ça j'en ai déjà parlé. Alors, Samuel, merci. Bonne présentation très instructive. Samuel, j'aimerais savoir quelle est la distance maximale entre BS et CPE client en mode point multipoint. Alors, j'ai répondu tout à l'heure, théoriquement, c'est 40 km. Mais bien évidemment, on va aller au cas par cas. OK, nous, là, on est en mode réel. On n'est pas sur les datasheets, on n'est pas sur les brochures. On doit être en mode réel. On doit pouvoir définir une zone de couverture en fonction de la présence de nos clients. Et on doit pouvoir définir aujourd'hui le rayon de couverture nécessaire nous permettant d'avoir un ROI assez rapide et un faible investissement. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Être capable de pouvoir avoir une solution qui fournit une plus large couverture. Alors, ça va dépendre aussi des bandes. En bande 3.5, donc en bande licenciée, sécurisée, non interférée, on peut couvrir de plus longues distances. OK, 8 km, et peut-être un peu plus en fonction du type d'antenne. En bande 5 GHz, à cause donc des niveaux d'interférence, des différentes bandes, les distances sont un peu plus. On recommande d'aller vers des distances un peu plus courtes, OK, pour justement réduire le risque de perturbation et pour pouvoir aussi réduire justement le coût d'acquisition, le coût d'installation ou de mise en service chez le client final. Je pense que vous êtes tous dans le domaine, c'est assez difficile d'aller voir un client final et de dire, écoute, voilà, je suis capable de t'installer une liaison, mais tu as 8 et 10 km et il faut que je te mette un pylône de 30 mètres. Je crois qu'il va mettre votre offre à côté et il va vous dire, écoutez, revenez un peu plus tard. Okay, voilà. Guillaume, Cédric, merci pour la présentation. Merci Guillaume. Amen, merci pour la présentation. Je me suis trompé sur l'heure. Pourrait-on reçu la présentation après? Oui, de toute façon, je partagerai en fait la présentation avec vous, puisqu'on a tous vos emails, et donc vous pourrez donc la suivre en différé. Pas de problème. Toujours Amen, je crois. Vous avez parlé de BIM. Attendez, afin de réduire les interférences. Désolé, je n'ai pas vraiment lu les datasheets de Radwin pour le moment, mais j'aimerais savoir quel est l'angle moyen de vos stations de base. L'idée est de voir combien de stations de base il me faudrait pour couvrir 360 degrés. OK, l'angle d'ouverture est de 90 degrés par secteur. Donc, 90 degrés par secteur pour les stations de base Jet Beamforming. Donc, si vous voulez faire une couverture optionnelle de 360 degrés, il va vous falloir donc 4 secteurs de 90 degrés. Ouais, ça, c'était une question plutôt de Samuel, excusez-moi. Alors, Denis, merci.
Samuel, pourrions-nous obtenir votre catalogue à jour? Alors, catalogue de quoi? Catalogue de produits ou catalogue de prix? Vous pourrez toujours me contacter par mail pour qu'on en discute. Madiou. Alors, pour la vidéosurveillance, quelles sont les antennes les plus adaptées, s'il vous plaît? Déjà, pour la vidéosurveillance, il est beaucoup plus intéressant pour vous et plus adéquat d'aller avec tout ce qui est station de base Jet Pro et station cliente SU Pro. OK? Donc, tout ce qui est vraiment débit garanti. OK? Parce que la vidéo, c'est quelque chose qui est assez sensible et vous ne pouvez pas vous permettre donc d'avoir de la capacité non garantie. Après, tout va dépendre donc du périmètre donc de couverture et tout va dépendre donc de la bande de fréquence que vous souhaitez utiliser. Voilà. Donc, mais je vous recommande vivement d'aller vers les solutions Pro, Jet Pro et SU Pro si la zone de couverture, en tout cas pour ce projet de vidéosurveillance, est assez dense. OK. OK, Mohamed, pas de souci. Alors, j'ai une question de la part de Samuel. À supposer que l'on ait des clients qui consomment en moyenne 5 mégas up et down. Combien de clients minimum peuvent supporter vos BS? Alors déjà, notez que nos stations de base Jet Beamforming, en fonction de du type, supportent jusqu'à 64 clients par bande. Donc si je prends par exemple une station de base donc une station de base Jet Pro, de 750 mégas, en single carrière, single band, 5 gigas ou 3.5, je suis capable de connaître jusqu'à 64 clients par secteur. Jusqu'à 64 clients. Donc, tout va dépendre en fait des distances à couvrir, du type d'antenne, des ressources utilisées et de la qualité donc, du spectre. Si je suis avec une station de base dual band, donc Jet Duo 5 Go, 5 Go ou Jet Duo 3.5 et 5 Go, je suis capable de connecter jusqu'à 64 clients par bande. Donc 64 clients en 3.5, 64 clients en 5 Go, ça veut dire que sur un secteur Jet Duo dual band de 90 degrés, je suis capable de connecter jusqu'à 128 CPE. Maintenant, pour un client qui consomme en moyenne 5 mégas up-down, écoutez, on peut essayer de faire peut-être un petit ratio avec les informations que je viens de vous donner. Déjà, tout va dépendre en fait, de la largeur de bande. Est-ce que votre largeur de bande est à 40 MHz? Si la largeur de bande est à 40 MHz, vous connaissez la capacité totale. Si vous connaissez la capacité totale et que vous avez déjà une idée de la distance ou du rayon de couverture que vous souhaitez appliquer, en ce moment-là, je pense que vous pourrez faire aisément le calcul en termes de ratio. Mais encore une fois, il est beaucoup plus intéressant de nous envoyer les données réelles pour que nous puissions vous faire des simulations customisées à ce cas spécifique. Madiou, vos stations de base BS supportent combien d'AP? Donc, je viens de répondre à la question, je pense. Merci Cédric, Cédric, merci Cédric. Votre solution peut tout de même détecter les interférences de sources externes? Absolument. Elle peut détecter, puisque elle peut détecter dans la mesure où vous pourriez éventuellement voir des fluctuations du niveau de signal, du niveau RSS. Maintenant, si peut-être la question est de me demander est-ce que notre système est capable de vous dire si l'interférence vient d'un équipement extérieur ou vient d'un équipement de notre propre gamme, ça, non, pour le moment, ce n'est pas possible. Mais au moins, vous pouvez voir les niveaux d'interférence. Vous pouvez aujourd'hui utiliser notre solution donc, de monitoring pour pouvoir en fait, configurer des alertes que vous pourrez recevoir lorsque des niveaux
de RSS élevés sont atteintes ou lorsque des seuils de RSS sont atteints, vous permettant donc de pouvoir vous alerter sur d'éventuels niveaux d'interférence. Donc oui, le système est capable de le faire. Mais vous donnez exactement la source de l'interférence, non, physique, non. Par contre, aussi, j'avais parlé tout à l'heure de l'analyse spectrale, donc qui est l'outil Spectrum Viewer qui vient avec notre outil de management. Cet outil-là vous permet de pouvoir évaluer le niveau de bruit des canaux ou d'une bande de fréquence et vous orienter sur l'utilisation ou non d'un canal. Lorsque vous allez évaluer donc cette analyse spectrale que vous allez analyser, vous pouvez en ressortir et voir est-ce que tel ou tel canal de fréquence est très interféré ou est déjà utilisé par une autre source ou non. Et en ce moment, si ce canal de fréquence est utilisé par une autre source, qui est probablement dans l'environnement direct donc de la station de base, vous allez voir effectivement en fait la valeur du niveau moyen et du niveau maximal d'interférence généré sur ce canal. Et en ce moment-là, vous saurez décider si oui ou non vous devez transmettre sur ce canal ou choisir des canaux moins interférés et moins bruyants. Désolé, j'ai une question sur le lien. Alors ça, c'est une question qui vient de Noir, Jean-Daniel. J'ai une question sur un lien point à point. Je souhaite faire un lien point à point sur 7 km et je souhaite un throughput de 1 giga. Quel type de radio me conseillez-vous? Alors tout de suite, je vous dis que nous n'avons aucune solution pour le moment point à point qui fournit du 1 gigabit. Radio n'en a pas pour le moment du tout. Et voilà. Maintenant, après, vous pouvez, je vous oriente soit vers une solution microwave, soit vers d'autres solutions qui, effectivement, sont capables de fournir du 1 giga. Mais tout ce que j'ai dit par rapport aux critères de sélection de la solution point à multipoint reste aussi valable pour les solutions point à point. Si votre besoin est effectivement de 1 giga, que le client veut 1 giga, allez vers une solution capable de donner du 1 giga, mais en tenant compte aussi du nombre de paquets par seconde. N'allez pas choisir une solution parce que sur le datasheet, il est écrit 1 giga, et alors qu'il y a une limitation en termes de paquets par seconde. Donc, faites beaucoup attention. Et vous voyez, là, vous me parlez d'une distance de 7 km. 7 km sur 1 giga, 1 giga sur 7 km, je vous recommande vraiment en fait, de faire une étude appropriée pour être sûr de choisir la bonne solution. Mais en tout cas, Radwell, pour le moment, n'a pas de solution point à point fournissant 1 gigabit. Nous pouvons fournir jusqu'à 750 mégabits débit net, donc c'est du 375 full duplex. Voilà. Hugues, oui, Hugues Dubois. Erickson, oui. Bonjour Hugues. Juste dire merci pour la présentation. Bon début de semaine à vous aussi. Madiou, est-ce possible d'avoir les prix pour une station de base et les autres antennes? Contactez-moi en offline, Madiou. Vous avez mon email et je vous répondrai. Ce n'est pas de nos habitudes en général de donner un catalogue de prix, parce que en général, même quand on le donne, de toute façon, vous aurez besoin de notre expertise derrière pour pouvoir faire une étude. On n'utilise pas n'importe quelle antenne pour n'importe quel scénario. En fonction du scénario bien défini, il faut choisir le type d'antenne approprié. Et en ce moment-là, quand vous aurez élaboré votre bilan de matériel customisé pour ce projet, on pourra vous sortir un pricing. Toujours Madiou, est-ce que vous avez des antennes hotspot? Non, définitivement non, nous ne sommes pas du tout dans cette industrie-là. Nous ne fournissons pas de solution ni d'antenne hotspot Wi-Fi. Maman, merci pour votre explication, toujours très clair. OK, tant mieux. Alors, je n'ai plus de questions apparemment. Je n'ai plus de questions parce que là, j'ai déroulé et j'ai plus de personnes. Je refais un dernier point, mais apparemment non. Donc, s'il n'y a plus de questions, je refais un dernier point.
Je refais encore un dernier point pour voir. Tac, tac, tac. Merci, au revoir à tous. Donc voilà, il n'y a plus de questions. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour le temps que nous avons passé ensemble. Je vous remercie pour alors la durée maximum de vos équipements. Déjà, tous les équipements sont IP67, donc très robustes. Et je peux pas vous donner une réponse standard, mais ce que je peux vous dire, par exemple, pour ma propre expérience, écoutez, moi, ma première radio, la toute première radio Radwin que j'ai eu installée, c'était ici au Sénégal en 2008. Et je puis vous dire que cette radio est toujours à sa place et elle continue toujours de fonctionner. Nous sommes en 2020, ça fait 12 ans. Et cette radio n'est jamais tombée. Ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, juste pour vous donner une idée. OK? Après, voilà. Vous dire non, nos radios peuvent vivre 100 ans, 40 ans, je ne pourrais pas vous dire. Et puis, voilà, la technologie est évolutive. La technologie évolue, nos équipements gèrent cette évolutivité-là, mais après, à un moment donné, bien évidemment, il faut améliorer justement la recherche et développement et améliorer justement les postes de nos antennes. Donc, voilà. Sébastien, merci. Merci à vous aussi. Voilà. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le point. Madiou, oui, je suis au Sénégal. Je suis basé au Sénégal, je vis au Sénégal. Voilà. OK, et je pense que j'ai donné mon contact téléphonique. Je reviens complètement à la première page. Voilà. Mon contact téléphonique, il est là si vous voyez encore l'écran. OK, donc voilà, vous avez mon email et vous avez mon contact téléphonique disponible aussi sur WhatsApp. Voilà. Voilà. Si jamais vous n'avez pas pu voir le numéro de téléphone, faites-moi un email, cedric.louecker@radwin.com et je pourrai vous faire un petit email avec tous mes contacts. Je répète mon numéro si jamais vous ne le voyez pas à l'écran. C'est le 00221 77 846 23 29. Donc je répète, plus 221 77 846 23 29. Merci Fabrice, merci d'avoir été là. Bien de choses à tout le monde. Portez-vous bien, restez chez vous, confinez-vous et n'oubliez pas que même en étant chez nous, on peut fournir de la bonne capacité. Et je pense que vous pouvez nous contacter très rapidement pour pouvoir justement adresser avec vous les différents paquets ou les différentes solutions pour vos clients finaux pour que même en ce temps de confinement, ils puissent avoir une qualité de connectivité leur permettant justement de pouvoir assurer leur performance. Merci à tous, merci Herman et portez-vous bien. Ciao, ciao.